Et si on s'intéressait au renouvellement des organes de base du RDPC, la presse interroge sur les méthodes utilisées par certains caciques du parti de la Flamme. La nouvelle expression remarque que l'argent dicte sa loi dans ce processus. Le Messager, quant à lui, raconte comment des barons confisquent des cartes, et ce malgré les multiples interpellations du secrétaire général du comité central, Jean Coueté. Le RDPC ne s'est-il pas remis des blessures nées lors des investitures de 2013? C'est là toute la question. Nous allons également nous intéresser à l'économie dans cette édition de Droit de réponse, puisque la presse fait un zoom sur ces rapports. Doing Business, le taux d'inflation aussi, Standard & Poor's, qui semble indiquer que l'alerte est au rouge. Et puis l'actualité internationale nous intéresse avec l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui a vu la victoire, peut-être sans surprise, de Alassane Dramane Ouattara face à une opposition divisée. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse. Ici, comme toutes les semaines, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et des journalistes se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc à vous d'être là, d'être encore là à ce rendez-vous, comme c'est le cas d'ailleurs tous les dimanches. Dans un instant, on fera d'ample connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment de réflexion avec nous. D'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Bonjour Sandrine Yamga, bonjour à tous. Merci d'être là ce dimanche. La politique et l'économie nous intéressent particulièrement durant cette édition de Droit de réponse. Eh bien, nous allons commencer par la politique avec le renouvellement des organes de base du parti RDPC. La presse ne manque pas l'occasion d'en parler. Depuis d'ailleurs quelques semaines aujourd'hui, la nouvelle expression relève que la circulaire du président Paul Biya est donc mise à rude épreuve. Les cartes sont rares dans certaines régions du pays. Et selon le journal, les puissances de l'argent sont d'ailleurs inspirées. Les membres ont acheté en gros pour les placer à leurs clients qui sont en même temps leurs électeurs. La presse précise que c'est l'argent qui parle donc sur le terrain. Les prescriptions du président national du RDPC assez axées sur le respect de la conférence, notamment avec tout ce qui est dit comme le rejet des minorités et toutes les formes de trafic, d'influence et d'envahissement de l'argent. La minorité également mise à part sont des aspects qui sont boycottés par certains caciques du parti. Nous apprend d'ailleurs le journal Le Messager pour sa part fait savoir que des élites du Sud ont confisqué les cartes des membres sur le terrain des opérations. Et selon le journal, les militants affirment que les responsables des sections ont d'ailleurs tout acheté pour empêcher à leurs potentiels adversaires d'être électeurs le jour même du vote. Le Messager ajoute que la situation crée donc une sorte de discorde entre militants et cadres du parti dans cette partie du pays. Le hebdomadaire Europe Plus, qui ne rate pas des pareilles occasions, nous apprend que pendant que les militants pleurent les cartes dans certaines localités, les militants détenus dans les prisons réclament d'ailleurs des élections dans leur maison d'arrêt. Selon le journal, parmi eux, il y a des candidats au poste de président des sections, sous-sections et conseils et comités de base. Ils veulent d'ailleurs certainement démontrer leur attachement au parti, à leur créateur, ajoute Europe Plus. Autre sujet également au rendez-vous de cette édition de droit de réponse, c'est aussi l'économie du pays qui est en situation très difficile, nous apprend d'ailleurs la presse. Le quotidien Le Jour nous apprend que les manœuvres sont menées pour affaiblir le Conseil national de la communication, la CONAC et l'ECAM et la Chambre des comptes. Selon le journal, les gouvernants créent donc des institutions administratives sans leur donner les moyens de prendre en charge les domaines de compétences conférés. Le journal Le Jour prend donc le cas du Conseil national de la communication, cet organe de consultation en matière de communication sociale au Cameroun qui subit aujourd'hui les humeurs de son créateur qui n'est autre que le gouvernement, a du mal à prospérer. C'est d'ailleurs le cas de la CONAC aussi, qui n'arrive pas à rendre public ses rapports depuis 2014 pour avoir donc indexé certains hauts cadres de l'administration camerounaise. La Chambre des comptes négligée au profit du contrôle supérieur de l'État. Le journal présente d'ailleurs tout ça comme une sorte de fébrilité des additions. Dans les réactions, le quotidien de jour, qui a donc donné la parole à des experts, précise que ces institutions sont nées pour ne pas fonctionner. Pour Mathias Eric Ouonangini,
définies, les garanties de l'indépendance même de ces institutions n'existent pas au Cameroun. Entre-temps, le journal Repère s'intéresse donc aux fêtes de fin d'année et nous apprend que le ministre du Commerce vient de déclarer la guerre aux fraudeurs. Lors d'une rencontre tenue à Yaoundé, le patron du commerce a mis en garde les opérateurs économiques contre les pénuries artificielles et l'inflation. C'est des opérateurs qui achètent en gros et cash pour attendre donc les périodes de fête afin de vendre cher, n'ont pas de chance. Le jour précise que ces équipes, donc des équipes de contrôle, vont sillonner le terrain pour traquer les contrevenants. Et pour sortir, donc, on parle également de la Côte d'Ivoire, notamment des élections déroulées dans ce pays durant le week-end. Selon la nouvelle expression du mardi 27 octobre 2015, alors que les Ivoiriens attendaient les résultats de l'élection du dimanche d'avant, certains observateurs annonçaient déjà Alassane Dramane Ouattara comme le grand favori de cette élection. Par la suite, et c'est ce qui est donc arrivé, la nouvelle expression qui visiblement est donc le seul journal à avoir parlé de cette élection révèle que le président ivoirien ne se proposait déjà avant donc le scrutin de poursuivre la politique de réconciliation engagée depuis 2011 et surtout en finir avec les accusations de justice des vainqueurs. Appelé donc à réconcilier les Ivoiriens et à redistribuer les fruits de la croissance, Alassane Dramane Ouattara, réélu pour un second mandat, entend parmi les prochains défis donc à relever, procéder à un référendum pour enlever tous les germes potentiels conflictuels donc à la constitution ivoirienne. Pour lui, le travail est donc immense. Voilà ce que la presse nous a proposé selon les titres donc à relever au cours de cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, Flavien Vallon. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour d'autres thématiques à aborder dans le cadre de cette émission. Et nous disons à présent bonjour à nos invités. Honorable Paul Sopo, bonjour. Vous êtes militant de l'UPC, vous êtes également économiste, c'est bien cela? C'est bien ça. Ancien député à l'Assemblée nationale. C'est ça. Juste à côté de vous, Michel Doki, bonjour. Bonjour. Maître Michel Doki. Vous revenez de Paris, où vous avez, on peut le dire valablement, vous présentez le Cameroun et portez tout haut le drapeau. Écoutez, je l'espère. En tout cas, c'était une grande fierté de pouvoir participer à ce concours de plaidoirie. Et oui, je suis contente des résultats. Puisque, on le signale, vous avez quand même occupé la première place lors de ce concours de plaidoirie du côté de Paris, en France. Nous disons également bonjour à Hervé Manuenkom. Bonjour. Bonjour madame. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes membre du comité central du RDPC, c'est bien cela? Je suis fier de l'être, titulaire. Oui. Merci donc à vous d'être là. Avant d'aborder les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter un temps soit peu sur l'actualité sportive avec le limogeage de Volker Finke. Hervé Manuenkom, vous vous y attendiez? Je n'ai pas besoin de m'y attendre. C'est simplement que le Cameroun est un pays parfois qui se comporte comme s'il n'avait pas de mémoire. Pourquoi le faire 2 ans après, alors que nous l'avions proposé et suggéré il y a 2 ans, en disant que cet entraîneur n'avait pas les qualités requises pour amener notre équipe dans une compétition qu'on appelait la Coupe du Monde. Eh bien, ce qui est le Limoges aujourd'hui et qui évoque son incompétence, à l'époque, étaient ses meilleurs défenseurs. Je ne sais pas s'ils sont amnésiques ou alors ils s'installent pour caresser l'opinion, parce qu'en fait, c'est un coup de communication. Tout le monde sait ce que Volker Finke valait et tout le monde, pour des raisons de compromission et tout ça, s'était mis d'accord pour le garder parce que ça permettait de ne pas se mettre à dos le sponsor Puma, la FIFA qui avait chaudement récompensé et puis ce qu'on appelait la dénormalisation avec le professeur Joseph Oda, ils étaient d'accord pour le garder là. Et ce qui est dommage et regrettable et totalement inacceptable, c'est qu'à chaque fois que ça ne va pas, on appelle les Camerounais, et quand ça a l'air d'aller, on les vide. Alors je dis bien à Belinga de faire attention, ne pas finir comme mon ami Akono, avec un AVC, parce que vous avez l'ingratitude de quelques opportunistes et ambitieux. Alors moi, vous me demandez si je suis surpris. Si monsieur a tombé à Rocco pour caresser l'opinion, on peut avoir un retour de sérénité et puis de responsabilité, pourquoi pas, mais c'est un non-événement pour moi. C'est du n'importe quoi, c'est de l'agitation. Très bien. Bonjour Joseph Olinga. Bonjour Sandrine. Vous êtes journaliste au quotidien Le Messager. Je sais que vous suivez aussi beaucoup l'actualité sportive. Alors la dernière défaite du Cameroun face au Nigeria, on peut dire que c'est quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Je crois qu'il faut préciser, il faut peut-être constater que c'est des choses qui sont liées, c'est-à-dire que tel que les instances qui dirigent le football fonctionnent, ça se répercute forcément. C'est-à-dire que les mystiques parlent de certaines lois. Lorsque on n'a pas bien structuré l'instance qui dirige le foot au Cameroun, lorsque les clubs ne fonctionnent pas, lorsque rien ne va, lorsque les joueurs, pour le dire comme on le dit au quartier, après les entraînements, vont manger du tapioca alors que les autres sont encadrés normalement. Je pense qu'il ne faut rien attendre. C'est vrai qu'au Cameroun, on a, dans notre mentalité, on en appelle à Dieu toujours. Mais je pense que les autres, c'est des enfants de Dieu aussi, et qui se donnent les moyens quand même d'arriver aux résultats qu'ils ont aujourd'hui. Que les Lions aient perdu contre le Nigeria, en vérité, j'ai envie d'emprunter à Emmanuel Combe qu'il n'y a pas de surprise. En vérité, je pense que le score devait être un peu plus grand que ce qui a été infligé au Cameroun. Ceci dit, nous souhaitons que le semblant de réforme qui est engagé aboutisse à des choses un peu plus grandes. Sauf qu'Emmanuel Combe l'a précisé aussi, on est un peu dans une recherche de solutions par à coup. Et du coup, sans être un oiseau de mauvais augure, on doute un peu de l'issue de toute cette agitation, entre guillemets. Alors, peut-être un mot sur la question, Michel. Donc, est-ce que ce serait une bonne entrée en matière pour le tout nouveau président de la FECAFOOT? On pourrait dire oui, hein. Au moins, en toute honnêteté, il me semble que s'il ne l'avait pas limogé, personne ne le lui aurait reproché dans la configuration du football et dans la configuration du pays qui est celle d'aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'institutions qui fonctionnent correctement, on n'a pas beaucoup de hauts commis de l'État qui font correctement leur travail. Donc, s'il n'avait pas fait le sien correctement, s'il ne fait pas le sien correctement, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup grand monde pour le lui reprocher, malheureusement. Donc, s'il commence à limoger quelqu'un qui, de l'avis de tout le monde, est incapable d'obtenir les résultats que l'on attend de lui, c'est-à-dire des victoires, avec le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, la structure telle qu'elle est aujourd'hui, parce que je trouve que ça devient ridicule de répéter les mêmes excuses. Ah oui, eux, ils mangent du tapioca alors que les autres mangent mieux, ils n'ont pas leur primatant, etc. Ils rentrent dans l'équipe nationale en sachant cela et avec ces conditions-là. Et il y en a qui performent avec des conditions pires. Donc, si on commence enfin à dire à un entraîneur qui ne performe pas, allez-vous-en, je pense que c'est un bon début, mais je partage le manque d'optimisme de mes copanélistes. Je ne suis pas sûre qu'il suffise de ce coup d'éclat pour redorer son blason, encore que je ne crois pas que son blason soit le cœur de la conversation. Hein. Je crois que le cœur de la conversation, c'est qu'est-ce que nous pouvons attendre de notre football masculin. Parce que j'en profite pour lancer une petite pique. Les filles n'ont pas besoin de tout ce ramdam pour faire du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et elles obtiennent des résultats à elles. Bon, peut-être des résultats un peu plus satisfaisants. Moi, sur la question, honorable Paul Sopor. Oui, moi je dirais que cet entraîneur-là était l'un des entraîneurs les plus impopulaires de notre pays. Et il y a longtemps qu'on aurait dû le limoger. Bon. Si ça commence aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Seulement, il faudrait qu'on donne aussi les mêmes moyens aux Camerounais qui viennent de le remplacer. Parce que si on ne met pas à sa disposition les moyens nécessaires, nous savons comment ça va finir. Donc nous souhaitons, moi je souhaite, que l'État mette à sa disposition les mêmes moyens qu'on met à la disposition des entraîneurs étrangers. Très bien. Merci donc à vous. Je vous propose à présent de rentrer dans d'autres thématiques pour cette édition. Alors on va commencer par le RDPC. On va quand même s'intéresser au processus de renouvellement des organes de base. Alors, Joseph Folinga, pourquoi la presse s'y intéresse particulièrement ces dernières semaines? Oui, peut-être qu'il y a des éléments objectifs qui concourent à cela. Le RDPC, comme on le dit de manière triviale, c'est le parti au pouvoir ou proche du pouvoir, c'est selon. Le RDPC, c'est le parti dans lequel se recrute l'essentiel des gouvernants. Et
Par induction, le RDPC est considéré à tort ou à raison comme étant responsable des conditions de vie des Camerounais. C'est normal que la presse, qui a pour vocation de mettre à disposition des publics les faits qui pourraient impacter sur leur quotidien, s'intéresse de manière particulière à ce RDPC. Mais aussi l'intérêt que la presse peut avoir à parler du RDPC avec un peu plus je veux dire, de volume, c'est que l'histoire du RDPC par le passé, en de pareilles circonstances, a souvent donné lieu à des scènes qui parfois sont indicibles, parce que il faut le dire, il y a des choses parfois qu'on n'écrit pas dans les journaux, et on a le sentiment parfois que dans certaines circonscriptions, ou tout au moins dans l'essentiel des circonscriptions, les intérêts particuliers prennent souvent le dessus sur le jeu politique qui a ses règles. Et je pense que peut-être que nous y reviendrons tout au long de ce débat, même sur la place de Douala où nous sommes, on voit bien que il y a des gens qui semblent faire de la politique, comme elle s'est fait, mais il y a d'autres, en vérité, qui sont pour d'autres intérêts, et du coup, on interroge. Le RDPC, qui est censé être le timonier politique, on interroge ces habitudes-là, et dans la presse, si on est citoyen d'abord, on se demande, mais est-ce que c'est avec cette catégorie de personnes qu'on va accéder à tout ce à quoi nous aspirons? Alors, Michel, donc, lorsque vous regardez les choses de loin, est-ce que vous vous demandez pourquoi la presse accorde autant d'importance au RDPC aujourd'hui, hormis le fait qu'on peut le dire, c'est le parti au pouvoir? Alors, je me demande pourquoi elle accorde tant d'importance au renouvellement des organes de base du RDPC. Qu'elle accorde de l'importance au RDPC est une autre question. C'est quand même l'un des partis les plus politiques, les plus anciens et probablement le plus puissant, toute proportion gardée, des partis politiques, c'est de ça que je parle, dans ce pays. Donc, on peut comprendre un intérêt, je veux dire, dans les autres pays, on s'intéresse aussi aux partis politiques les plus importants et à ce qui s'y passe. Maintenant, est-ce que le renouvellement des organes de base est un événement ? Je ne crois pas. Parce que je ne crois pas que nous ayons beaucoup d'exemples de membres du gouvernement, pour reprendre l'exemple que vous citiez, qui sortent d'une cellule ou qui viennent de ces organes de base. Je ne crois pas que ça se décide comme ça. Les membres du comité central du RDPC, les membres du bureau politique, c'est-à-dire ceux qui sont censés, en tout cas, définir les grandes lignes de la politique de ce pays, politique économique, politique d'éducation, politique de santé, etc., ne sont pas choisis parmi les organes de base. Donc, ce n'est pas vraiment... vous me contredirez, bien sûr, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, monsieur Nkom, mais il ne me semble pas, si vous préférez, je vais utiliser cette formulation, il ne me semble pas qu'ils viennent des organes de base. On donne l'illusion aux militants du RDPC, comme aux autres d'ailleurs, qu'on commence par la base et que l'on fait carrière en progressant. Ça ne marche pas comme ça. La plus grande partie des gens qui sont au haut de la pyramide hiérarchique du RDPC ont été nommés par le président de la République. Donc, je ne crois pas que du coup... Vous ne dites pas le président national de ce parti? Oui, mais c'est aussi le président de la République, je suis sûre que tout le monde aura compris. Mais c'est vrai, vous avez raison, cela révèle qu'il est très difficile dans ce pays de faire la différence entre le parti politique, le gouvernement et le chef d'État. Ceci étant, c'est quand même lui qui les désigne et du coup... ce qui peut se passer, l'agitation qu'il peut y avoir à l'intérieur du parti peut donner l'illusion qu'il y a une démocratie en marche, qu'il y a une vie politique, etc. Mais je crois que c'est plus alimenter les fantasmes des personnes qui se livrent à cette compétition et permettre un peu à l'argent de circuler que d'autres choses qu'il s'agit. Avant de revenir à Emmanuel Nkom, d'abord honorable Paul Sopho, est-ce que dans les autres partis politiques, notamment le vôtre, est-ce que les renouvellements des organes de base sont perçus de la même façon? Est-ce qu'on part véritablement de la base pour se retrouver au sommet du parti? Oui, dans le PC, c'est la pyramide. Vous
partez de la base pour monter. Vous ne pouvez jamais, il n'y a pas de militant qui commence au sommet. Ce n'est pas possible dans l'UPC. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant au renouvellement des organes de base du RDPC? Moi, je me pose beaucoup de questions. Ça se passe dans tous les partis de la même manière. Les partis, chaque année, avant le congrès, les partis renouvellent leur base. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas autant de tapage? Parce que peut-être les journalistes n'y voient aucun intérêt. C'est-à-dire que l'UPC renouvelle ses bases, bon, ça n'intéresse personne. Que le CPC renouvelle ses bases, ça n'intéresse personne. Mais quand le RDPC renouvelle ses bases, vous voyez comment tout le monde est agité. C'est le Cameroun tout entier. On oublie les problèmes importants, on revient au renouvellement des organes de base. Est-ce que la presse est intéressée par la manière avec laquelle tout cela se fait, des messes de minuit, de l'argent qui circule et tout cela? Mais c'est ça la politique. Il y a toujours des messes de minuit. Ah, vous êtes dur. Non, en politique, il y a des messes de minuit. Ça, que vous soyez dans l'UPC, dans le CPC ou bien dans le SDF, il y a des messes de minuit lorsqu'il faut renouveler la base, les organes. Parce que, et dans le RDPC, ça se ressent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est le RDPC qui gère les affaires, qu'on le veuille ou non. Tous les hommes d'affaires aussi importants de ce pays appartiennent au RDPC. Si vous êtes de l'opposition, vous en êtes exclu. Ça, et ça, les gens ne le disent pas. J'aurais souhaité que les journalistes le disent. C'est une politique d'exclusion que nous avons dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes s'intéressent beaucoup plus au renouvellement des organes de base du RDPC. Si vous n'êtes pas du RDPC, vous êtes exclu des affaires. Et je le dis parce que je le sais en connaissance de cause. On me demande. Ben, écoutez, quand vous demandez à d'aussi brillants procureurs de faire les réquisitions contre le SDF, le RDPC, et vous prenez le premier prix de plaidoirie à Paris qui utilise son talent contre le RDPC. Non, dans tout ce que j'ai entendu, il y a des choses pertinentes, mais beaucoup plus de choses inexactes. Tu vas commencer, mais peut-être dans le désordre, pour dire que les statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais font qu'il y a 2 voies d'accès au comité central et au bureau politique. Je le dis à l'intention de la brillante avocate Ndoki. Je suis moi-même le produit de la base. J'ai été président de cellule à Paris, quartier latin, président du comité de base au quartier latin, président de la sous-section de quartier latin, secrétaire général de la section de France, président de la sous-section ambassade 2B à Vori 5, membre titulaire du comité central du RDPC. Alors, attendez, sur les d'abord les 2 grandes voies, c'est que une bonne partie, les 2 tiers des membres du comité central sont élus par le Congrès. Et le Congrès, je crois que c'est l'Assemblée de la base. En droit, madame. Et donc, ces gens-là représentent la base. Et le statut... Si vous permettez que je parle. J'ai perdu l'habitude. Je me coupe la parole, peut-être parce que je ne suis pas venu depuis longtemps chez vous. Alors, si vous prenez les membres du comité central, ils se renouvellent qu'au Congrès, madame. Donc, ils ne se renouvellent pas tous les jours. Donc, nos congrès se tenassent à 100 ans et à 2 jours, ou chaque heure, c'est le même nombre de membres du congrès. Alors, ces membres représentent la base et il y a un petit 5e qui est désigné par le président national pour les raisons du RDPC. Donc, ce n'est pas exact. Le congrès, les instances du RDPC reflètent bien, n'est-ce pas, la volonté de la base. Deuxième chose, je crois qu'il est totalement exagéré d'entendre la bouche de mon frère, l'honorable Sopo, de dire que les non-membres du RDPC sont exclus des affaires. Lui-même est le modèle d'un opposant qui réussit bien en affaires puisqu'il est expert. Et je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser en essayant d'exagérer, de grossir, n'est-ce pas, l'aspect. Alors, pour dire globalement, dans ce que j'ai entendu dire Olinga, je suis content qu'il soit revenu à Douala parce qu'il commençait à nous manquer. Il y a beaucoup de vrais, beaucoup de faux. Là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Et malheureusement, il y a la même proportion à l'intérieur du RDPC de Camerounais comme à l'extérieur qui ne sont pas encore les gens qui s'acclimatent du suffrage universel et qui veulent biaiser le suffrage universel. C'est pour le regretter que je le dis, c'est pas pour le tolérer. Je suis moi-même président, j'ai été désigné président du comité de renouvellement à Douala 2, donc à Vori 2, et je vous dis c'est pratique. Mais pour les cartes, pour faire court, parce qu'il faudrait
toute une journée de plaidoirie pour, n'est-ce pas, égaler Ndoki. Pour la pénurie des cartes, ce n'est pas une opération organisée par quelqu'un. Il se trouve qu'au-delà du million de militants que nous avons connu une pénurie de cartes parce que nous devons renouveler toutes les cartes du parti. Et j'annonce à tous les camarades que depuis la fin de cette semaine, il y a une disponibilité de nouvelles cartes et que tout le monde aura sa carte et tout le monde vote. En tout cas, parlant de Aurore, puisqu'il m'envoie renouveler la cellule, le comité de base à la prison de New-Bell, je crois que c'était pour faire un article qui pose quand même des questions. Des gens qui ne sont pas encore condamnés, Maître Ndoki, et qui sont seulement en préventive, n'ont pas perdu leurs droits civiques. Et je pense donc que si ça devait arriver, mais je n'ai pas cela dans mon programme, et ils ont encore le droit. Donc, on se calme et on s'intéresse. On n'a jamais jeter les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Du moins, dans notre tradition, Sopoy. Moi, nous venons d'une région où les jeunes ne jettent de pierres que sur les arbres pour que les fruits en tombent. Alors, si on parle du RDPC, parfois d'une façon grossière, et certains passent des agrégations de dénigrement de ce mouvement, c'est parce que nous sommes aux affaires et parce que nous sommes le parti leader et le parti le plus populaire de ce pays. Avec tout. Et c'est la première fois qu'un parti va faire un renouvellement au suffrage universel direct et devant tout le monde. C'est une espèce de première, je crois en Afrique, même où un parti a la porte ouverte. J'invite Maître Ndoki à venir comme observateur. Ce jour, j'ai organisé un recensement général à Douala 2e. Depuis midi, tous les militants de Douala 2e doivent aller se faire reconnaître pour se faire valider. Donc il n'y aura plus d'organes fictifs, pas de militants fictifs. Ce sont des pratiques, on est d'accord que certains avaient utilisé. Nous sommes en mouvement, en train de moderniser notre machine, et j'ai dit à nos adversaires ou à nos dénigreurs, travaillez pour une alternance, mais si la paresse et l'injure, c'est votre programme politique, nous sommes là pour longtemps. Alors, Michel Ndoki, l'argumentaire de Hervé Maluangom semble un peu trahir ce qui se passe effectivement au sein du RDPC lorsqu'il parle d'une rupture de stock de cartes, alors que la presse indiquait bien évidemment qu'il y a des caciques qui ont confisqué les cartes, qu'il y a eu des problèmes dans le placement des cartes également, des faits qui ont été relevés, même par des militants de base. Comment vous percevez tout cela? Je voudrais commencer par reprendre ce que M. Nkom a dit, parce que c'est quelque chose que je partage. Si en politique, dans ce pays, le programme consiste à insulter le parti au pouvoir, oui, ce parti au pouvoir est au pouvoir pour longtemps. Heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, il y a d'autres choses que les dirigeants d'autres partis politiques proposent, et je crois qu'on devrait plus parler de ce que ces partis proposent et de l'idée de développement qui est soutenue par ces partis pour la confronter avec celle du RDPC, parce que le jeu politique, c'est ça. Le parti politique ne sert pas à mettre des gens au pouvoir. Et je crois qu'il est bon qu'on le rappelle. Le parti politique sert à mettre à la disposition ou au service du peuple une vision de développement pour le pays. Voyons, on peut être d'accord de temps en temps. On peut même être d'accord souvent. Merci. Donc, à partir du moment où les partis politiques veulent asseoir leur crédibilité, parce que les Camerounais ne sont pas dupes, ils se détournent de la vie politique, ils se détournent du débat politique parce qu'ils voient bien qu'il ne s'agit pas en réalité d'un débat politique. À partir du moment où on va commencer à débattre de la politique agricole menée par le RDPC depuis un certain nombre d'années, dont on voit qu'elle ne porte pas des fruits, on aura un regain d'intérêt pour la politique. Donc oui, je partage ce qui a été constaté. Oui, ce parti est obligé pour faire nombre, parce que c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que l'importance du parti est relative. Ils souffrent comme les autres de la désaffection de la population. Donc, ils sont obligés d'avoir recours à des pratiques peu honorables pour faire nombre. Mais je crois que la réponse que nous devons apporter à cela, plutôt que de continuer à épiloguer sur cette question, c'est de recentrer le débat politique et de le ramener là où il devrait être. Que pensons-nous, par exemple, de l'idée du gouvernement camerounais et qui est portée donc, que porte donc le parti politique de passer à l'agriculture de deuxième... C'est le gouvernement qui porte la politique du RDPC, c'est pas l'inverse. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, vous avez raison. Donc, que
que penser de cette politique qui consiste à dire en matière agricole, il faut passer à la 2e ou la 3e génération? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que les essais ont donné jusqu'ici? Absolument rien. Et la vérité, c'est qu'il est temps que l'on commence à entendre le MRC, l'UPC, le CPP sur ce qu'ils feraient à la place. Et là, on pourra avoir un débat qui intéresse les Camerounais. Et je crois effectivement une avancée pour la démocratie. Alors, Joseph Folinga, tout à l'heure, l'honorable Paul Sopor s'inquiétait également de ce que la presse accorde une si grosse importance au renouvellement au sein du RDPC, des organes de base du RDPC. Alors, pour vous, est-ce qu'on pourrait comprendre pourquoi cette année particulièrement, ce n'est pas un processus qui se déroule avec de l'accalmie, avec de la paix, tranquillement? Non, je vais d'abord dire que l'honorable Sopor est dans son rôle. C'est-à-dire les hommes politiques fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ça aurait été un intérêt qu'on avait porté sur l'UPC qu'Emmanuel Evincom serait sorti du bois pour dire la même chose. Mais en fait, ce que je vais dire, c'est que j'ai d'abord été ravi que, au moins dans ce débat-là, Emmanuel Evincom, qui est proche quand même des cercles de décision du RDPC, nous disons aujourd'hui qu'il y a un million de décisions du RDPC. Nous disent, je suis dans le premier cercle de décision. C'est la même chose que je dis. C'est la même chose que je dis. Il est dans le sommier. Et qu'aujourd'hui, quand même, on connaît le nombre de militants qu'il y a dans le RDPC. Il a parlé d'1 million de militants. Ça, c'est important. Tu as raison. Je dis c'est très important. Avant, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait. À bon entendeur, mais je dis, il y a un enjeu. Les Républicains en France, pardon, donc 240 000 militants. Mes copanélistes ont... Est-ce que c'est une comparaison qui vaut la peine? On verra. De toute façon, on a tout le temps de voir ces millionnaires. Tu es invité aujourd'hui chez moi. Oui, c'est à la table du Seigneur. Donc, ce que je pense, en vérité, dans cette affaire, c'est que l'un des intérêts qui fait, parce que c'est la question que vous posez, qui fait que la presse aujourd'hui a un regard un peu plus appuyé sur le renouvellement à la base, il y a deux facteurs qui contribuent à cela. C'est que il y a dans cette partie des textes visiblement novateurs, visiblement qui doivent apporter du nouveau, qui laissent croire à la lecture que la base est désormais maître des décisions dans le RDPC. La deuxième chose, malheureusement, qui va à l'encontre de cette aspiration, de cette ambition, c'est que on a vu ce qui se passe avec les cas d'électeurs. Je dis, même si Emmanuel Com, qui est dans son rôle de défendre le RDPC, dira le contraire, encore que je lui connaisse souvent des sursauts d'objectivité de temps en temps, même si il dit le contraire, on va quand même remarquer que lorsque les cartes ont été mises à la disposition, a priori, des militants, c'est les caciques du RDPC qui ont acheté ces cartes, qui les ont stockées, et après, on en a plus trop parlé. Et la déduction simple qu'on en a fait, d'ailleurs, il ne s'agissait pas de déduction, puisqu'il y a eu des témoignages, de militants à la base, c'est que, pour des intérêts bien précis, ceux qui emmagasinaient ces cartes-là ne les distribuaient qu'à ceux qui étaient acquis à leur cause. Et hélas, malheureusement. C'est pour ça que ça s'appelle un militant en même temps. Hein? C'est inquiétant. Malheureusement, on se rend aussi compte, ça c'est l'autre constat qu'on fait. Ça, je parle des arguments qui font qu'aujourd'hui la presse s'intéresse au RDPC. On se rend aussi compte que, en vérité, le militantisme du RDPC, effectivement, est un militantisme de nomination. C'est un militantisme de décret. Et la preuve, c'est que on est obligé d'acheter des cartes pour offrir à des militants. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce que je pense que c'est l'inverse qui devrait se produire. Je ne dis pas que le RDPC est le seul parti au Cameroun qui le fait, malheureusement, dans presque tous les partis, lorsque les militants arrivent, on est obligé de les acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas par conviction, ce n'est pas
pour les Pas que idéaux volonté quand même. d'une formation politique que les gens y viennent. Mais en a-t-elle? Et dans ce jeu-là, en vérité, personne n'est trompé. Voilà. Personne n'est trompé parce que chacun trouve son intérêt. C'est-à-dire que le cacique aspire à monter un peu plus dans la sphère gouvernante et le militant de base, qui est le citoyen ordinaire, qui est paupérisé, voit en cela une occasion de se remplir un peu la panse et de faire bombance, comme on dit. Et après, il n'y a pas de problème, c'est le statu quo, on continue, comme l'autre se dit dans la chanson. Très bien. Hervé Marion-Kom. Non, mais monsieur le procureur général Olinga est en train de faire des réquisitions à contre-temps. Parce que c'est vrai, il connaît de l'intérieur très bien le RDPC, il a eu un œil critique et pertinent. Ce sont des pratiques qui ont eu lieu dans notre parti. Et moi, je suis un militant libre et je ne peux pas dire que ça n'ait pas eu lieu. Mais cet obscurantisme-là, c'est terminé. Si vous lisez, Joseph, les derniers... L'intérêt que nous portons dans la presse RDPC en ce moment, c'est justement d'apprécier l'affirmation qu'on fait dans très bien. Alors, cet obscurantisme est-il terminé? On verra comment ces cartes qui ont été stockées par les gens vont être utilisées. On verra si la base... On va répéter la finalité. Allez-y, Hervé Emmanuel. Pour être actuel, n'est-ce pas, je vous ai dit que la pénurie de cartes, c'était le fait qu'il n'y avait pas... Parce qu'on a changé notre carte. On a renouvelé le design de toute la carte. On l'a sécurisé un peu plus. Donc, on a une nouvelle carte. Donc, en fait, c'est une opération de renouvellement général de toutes les cartes d'adhésion et les cartes de cotisation du parti. Donc, ce n'était pas la volonté d'un groupe, d'un individu. Bien sûr, et je vous ai dit que nous sommes un rassemblement. Nous ne sommes pas, contrairement aux autres partis mathématiques qui avons... C'est-à-dire ça veut dire que nous réunissons des gens épars et qui ont des cultures politiques différentes. Attendez, laissez-moi s'il vous plaît, Sandrine, allez jusqu'au bout. Nous réunissons des gens dont c'est une culture de monolithisme politique. Des gens qui... il y a même des adversaires de la démocratie qui doivent encore être... Il doit y avoir quelques petits îlots, n'est-ce pas? Des gens qui sont à l'intérieur, qui ne voient pas bien le pluralisme d'opinion. D'accord. Donc, ces gens-là vivent leurs derniers jours. Ils sont au crépuscule de leur vision de la politique. Et l'intérêt que nous avons, et Joseph l'a dit, c'est que moi, je parle de moi. J'ai reçu recommandation stricte de barrer la voie, là où je suis président de la commission de renouvellement, à toute personne qui va instrumentaliser, n'est-ce pas, ses moyens financiers ou la misère des militants pour prendre le pouvoir. Il ne sera pas candidat, il est inéligible. Deuxièmement, je voulais rassurer Joseph, ce sont les militants qui achètent les cartes. C'est-à-dire que les camarades qui sont présidents de section, on leur confie seulement un stock de cartes proportionnel au nombre de militants déclarés pour qu'ils les redistribuent au président de sous-section, au trésorier de sous-section, trésorier des comités de base, et qui aussi, un président, s'il te plaît Joseph, un président, écoute, tu ne peux pas connaître ce que je vis mieux que moi. C'est ça qui est extraordinaire au Cameroun, c'est que ceux qui sont en charge du ministère de la critique de notre comportement parlent comme s'ils étaient à notre place. Laissez-nous le temps quand même, même au temps de Jésus, les crucifiés avaient la parole. Donc moi, ce que je voulais expliquer à Joseph, c'est que la dénonciation de certains comportements est fondée. Et il faut que ces camarades, entre guillemets, cessent de se comporter en pensant que l'argent leur permettra toujours de passer par les échafaudages pour arriver là où d'autres prennent les escaliers. Mais maintenant, nous sommes un parti en chantier. Vous n'avez pas remarqué des événements, par exemple, nous avons, le président national a créé cette semaine un secrétariat à la vie publique et à la prospective. Quand nous faisons des choses qui sont en avance sur les autres, mais dites-le. Vous nous retenez de nous que les mauvais côtés des gens qui prennent les sandwichs on a bien envie de se demander combien de temps après pour l'Académie du RDPC. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Sandrine. Vous comprenez? La rédemption. Vous savez qui est allé le premier au paradis avec Jésus? C'est un bandit qui était sur la croix, ils étaient trois. L'autre qui a compris que le salut passait par
la rédemption. Il a dit, pense à moi quand tu seras chez ton père. Jésus lui a dit, nous partons tous les deux tout de suite. Donc il est jamais trop tard pour bien faire. Honorable Paul Sopor, la question donc qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si le RDPC a donc du mal à se relever des problèmes nés des investitures. Mais il est précis, c'est de quoi il parle. Il peut bien savoir, puisque tout le monde a bien vu et tout le monde a bien perçu. Ok. Moi, effectivement, Hervé a raison, ça me gêne de parler d'un autre parti politique. Mais seulement on est obligé de parler du RDPC. On est obligé de parler du RDPC. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est le RDPC qui gère nos vies. Dans ce sens que c'est le RDPC qui définit la politique économique et sociale du Cameroun. Et Hervé l'a dit. Le président n'est là que pour appliquer la politique définie par le RDPC. Maintenant, on constate que ce qu'il a dit là, chez nous, dans l'UPC, on commence par la base. Laquelle UPC d'ailleurs? Parce que vous avez une épicerie avec plusieurs boutiques. Que vous alliez dans n'importe quelle chapelle, que vous alliez dans n'importe quelle chapelle de l'UPC, les règles sont les mêmes. Donc, on commence. Du Manidem, Non, elle y est toujours. On ne quitte pas l'UPC comme ça. Pour ça, ne vous ennuyez pas. On ne quitte pas l'UPC comme ça. On commence à la base. On va à la section. Au comité central. Après le comité central, la section. C'est après la section qu'on entre donc maintenant dans le bureau du comité directeur ou bien qu'on est secrétaire général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les niveaux, il y a un recensement qui se fait pour qu'on ne se trompe jamais. Moi, je suis surpris d'entendre Hervé dire que lui, c'est maintenant là, qu'il vient de procéder à un recensement général. Or, à tous les niveaux, il y a un recensement, de façon à ce que le jour où on organise le congrès, on sait que cette section-là, qui comporte un comité de base, qui comporte un comité central, a tel nombre de militants. Les gens ne meurent pas. C'est précis. Les gens ne meurent pas. Mais même s'ils c'est-à-dire même si les gens meurent, il y a une comptabilité qui se fait. Il y a une comptabilité. Bon, moi, je suis surpris que c'est maintenant que le RDPC fasse un peu ce recensement général. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que tout le monde constate. Ça veut dire qu'à la base, le RDPC n'avait pas de militants. Parce que pour être militant, le jour où vous adhérez à un parti, vous achetez votre carte. C'est local. Et nous avons vu que c'est en 2014 que le RDPC a lancé une opération d'achat des cartes par les militants. Parce que jusque-là, ça ne se faisait pas. Seulement, les démons, ils sont là, on ne peut pas les chasser. Et contrairement à ce que dit M. Olinga et Hervé, ça ne finira jamais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un parti politique, c'est d'abord une question, en dehors de l'intérêt collectif, c'est aussi une question de la sanction personnelle de l'individu qui est militant. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. L'individu a besoin d'aller au sommet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va utiliser de tous les stratagèmes qui sont à sa disposition pour monter. Et vous ne pouvez pas le refuser. Raison pour laquelle, effectivement, des gens qui sont fortunés ont acheté des cartes et des stocks. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2014 qu'on a vu des individus acheter des cartes. On en faisait même la publicité. Bien sûr, on en faisait une publicité. On vous disait par exemple qu'à Bafa, tel a acheté tel nombre de cartes pour les distribuer aux militants. Ça, c'est dommage. Et nous l'avions dénoncé. C'est dommage. Nous l'avions dénoncé, je crois qu'ici, au cours d'une émission, on l'a dénoncé. On vous dit, il y a Mme Foni qui a acheté ceci pour distribuer aux militants. Ce sont des pratiques qui ne finiront jamais. Lorsque les gens défilent, vous les voyez, chaque fois qu'il y a une réception, vous voyez que c'est le RDPC qui est représenté. Mais suivez ces dames. Vous verrez qu'à la fin, on donne à chacun quelque chose pour entrer. Donc ce sont des pratiques qui ne prendront jamais fin. Parce que dans le parti politique, il y a l'individu. Et l'individu tient à son ascension. Sinon, personne ne se battrait pour être ministre. Personne ne se battrait pour être membre du comité central. Vous comprenez? Donc, quand Hervé pense que ça va finir, ça ne finira pas. Et les textes novateurs ne feront que renforcer ce type de comportement au sein d'un parti qui ne jure que par l'argent. Il faudrait... Michel Dokin. Je voudrais juste dire qu'à mon sens, ce débat sur les manières dont les militants du RDPC sont recrutés, je voudrais m'insurger contre cette perception d'importance que cela a. Finalement, si les militants sont achetés, ce n'est pas grave en ce qui concerne ceux qui ne sont pas des militants. Le fond du débat
politique, je reviens dessus, n'est pas de savoir comment est-ce que les partis et leurs membres arrivent au sommet de leur chapelle. Le fond du problème est de savoir comment ceux qui sont au sommet des chapelles vont aller en concurrence pour remporter les suffrages du peuple. Donc, devenir un militant de RDPC, si les gens veulent, le RDPC veut des militants grâce à des pagnes et à 5 000 francs, c'est à ses risques et périls à partir du moment où le peuple, lui, sait que finalement, ce pays lui appartient et que les véritables conversations se font devant les urnes au moment des élections. Et ce ne sont pas les élections à l'intérieur du parti, mais ce sont les élections générales, les élections pour avoir un conseil municipal, les élections pour avoir des législateurs. Donc, pour moi, il faut redonner à tout cela l'importance que ça a. Après tout, c'est encore la cuisine interne d'un des partis politiques qui existent dans ce pays. Très bien. Une réaction très rapidement de l'honorable Paul Sopor. Maître Ndoki, dans l'un de ses propos, a dit, effectivement, elle vient même de le répéter, que ce qui importe, c'est la conscientisation du militant. Ça veut dire quoi? Non, du peuple. Du peuple. Pas du militant. C'est la conscientisation du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ce peuple ne sera pas formé, il se conduira au gré de ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire se conduira au gré de ceux qui viendront leur donner un pain, de ceux qui viendront leur donner 1000 francs. Moi, j'ai été candidat plusieurs fois, et je ne vous le dis pas. Plusieurs fois, nous avons surpris des dirigeants qui, à la sortie, reprenaient les bulletins, ce qui est interdit. Quand tu as été élu, tu avais payé combien? Non. Non, je vais te dire. Quand nous avons été élus, non, attends, je vais te dire. Quand nous avons été élus, ici à Douala, conscient de ce que nous ne sommes qu'un parti jeune, et conscient de ce que... Attends, à l'époque, je voudrais par là dire que nous reprenions l'activité politique. Ouais. Et conscient de ce que l'opposition avait fait un travail remarquable, nous avons mis sur pied une garde prétorienne qui a contrôlé les urnes. Vous comprenez? Qui a contrôlé les urnes du début jusqu'à la fin du processus. Nous sommes même arrivés, c'est M. Congo qui était gouverneur. Nous sommes arrivés dans la salle où les sous-préfets voulaient imposer une autre manière de dépouillement. C'est du roman, ça. De dépouillement. Je te le dis. Là, c'était à la salle de la communauté urbaine. Nous sommes arrivés dans cette salle avec des gendarmes et des militaires qui avaient des armes. Nous les avons attaqués. Ça, je te le dis, donc physiquement, tu n'étais pas là. Je te le dis. Attends, je te le dis, tu n'étais pas là. C'est ce que moi j'ai vu. Je suivais cela, mon cher. Non, tu étais à Paris. Nous, bon, donc, écoute. Et alors, moi, je disais qu'il faudrait, tant que nous n'aurons pas une école de formation, et c'est bien, puisque le RDPC vient de créer son académie, ce que les autres partis ont depuis, tant que nous ne réussirons pas à faire comprendre aux militants que ce n'est pas le frère régional qui va faire le bonheur du Cameroun, c'est plutôt la politique que ce frère régional prône qui peut faire le bonheur du Cameroun. Nous resterons à ce stade où c'est l'argent qui guidera le militant sur quelque chose que ce soit. Alors, Hervé Emmanuel Comme, ou peut-être Joseph Olinga, on te donne la parole et puis on sortira avec Hervé tout à l'heure. Oui, je suis d'accord, j'apprécie les principes qui sont lancés par Maître. J'apprécie le fait que les deux leaders politiques qui sont sur le plateau défendent bien le fait que tous les moyens sont bons. Ah non, moi je l'ai pas accéder. En fait, c'est moi qui le dis. Je suis presbytérien, la fin ne justifie pas le moyen. Je le dis. Excusez-moi. Moi je le dis, je l'assume. Ce sont les moyens qui... Mais je dis, le débat que je fais au final, c'est le débat de la responsabilité de chacun. C'est pas pour dire que j'ai commencé par vous dire que je ne pense pas que les militants sont floués dans cette affaire. Je l'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que dans une logique où les intérêts concurrents doivent être pris en compte pour qu'on accède à l'idéal que tout le monde clame, il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités, qu'ils sachent que si Hervé Emmanuel Comme veut être élu député
députés, on va prendre un exemple comme ça, passer l'âge. et qu'ils estiment que Hervé Emmanuel Combe doit distribuer à chacun 2000 francs. Ben c'est un contrat. C'est un contrat, il vous a donné 2000 francs, il est député, après vous n'attendez rien de lui. Parce que c'est un investissement qu'il fait, et il recouvre son argent, c'est terminé. Mais que les gens, parce qu'il y a quelque chose de formidable, et ça se voit dans toutes les chapelles politiques au Cameroun. Lorsque le peuple, comme vous dites, vous parle dans la rue, vous avez le sentiment que c'est des gens traumatisés, c'est des gens, vraiment, c'est des gens à qui le monde entier en veut, mais en fait, ils sont responsables, à la limite, c'est eux qui appellent je vais dire, les opérateurs, et les investisseurs publics, politiques, à leur donner l'argent, mais tout le monde veut que demain, on fasse une fontaine ou un forage dans son village. Tout le monde veut que désormais, pour aller vendre le plantain, que ce soit plus facile. Ça ne marchera jamais. Ça, quand je le dis, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est pour dire que l'accusation, s'il y avait une accusation à faire, c'est de dire à nous qui donnons nos suffrages, à Emmanuel Vincom, à nous qui donnons nos suffrages à l'honorable Sopo, c'est nous les responsables de ce qu'ils font. Parce que eux, ils se nourrissent sur la bête, il n'y a pas de problème, ils avancent. Et le lendemain, il ne faudra pas aller se placer dans un carrefour et estimer que vraiment c'est le député, il nous a floué, vraiment Emmanuel Combe, il nous fait le discours, il ne fait rien. Mais vous êtes parti sur la base d'un contrat, il a acheté ta voix avec l'argent, tu ne lui demandes rien le long de son mandat. Lors du prochain mandat, il revient te voir, il achète ta voix et on avance. Tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut que c'est eux qui doivent arrêter ça et prendre des décisions qui s'imposent pour qu'on en arrive à ce que nous voulons, il n'y a pas de problème. Emmanuel Vincom va continuer à plaçonner, l'honorable Sopor, il va continuer à monter sa vitre lorsqu'il passe et il reviendra vous voir. Très bien. Alors, donc pour sortir de ce sujet, Emmanuel Combe, finalement, que pouvez-vous donc au sein du RDPC attendre des directives qui ont été données par le secrétaire général du comité central, lorsque lui-même fait savoir qu'il y a du clientélisme, qu'il y a de la corruption et tout cela, et que tout devrait se passer dans une saine concurrence. Est-ce que... D'abord, c'est une circulaire du président national, pas du secrétaire général. National, c'est le président Paul Biya qui a... Je voulais d'abord qu'on se comprenne. Dans ma modeste position, je m'insurge alors de la manière la plus ferme et droite, n'est-ce pas, contre l'opinion selon laquelle le peuple camerounais, surtout les électeurs, sont des gens qui ne se déterminent que sur le plan alimentaire. C'est-à-dire qu'ils sont des achetés. Vraiment, je trouve que c'est un mépris de la démocratie pour un ancien élu du peuple de faire une telle proclamation. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que lorsque vous avez fini de le dire, ça veut dire qu'on devait avoir à l'Assemblée nationale que des milliardaires. Nous avons des ouvriers à l'Assemblée nationale. Qui est ouvrier? Qui est ouvrier à l'Assemblée? Vous voulez que j'en cite plusieurs? Ils peuvent être milliardaires que s'il y a beaucoup de c'est le député qui s'oppose. Vous pouvez me laisser terminer mon propos? Heureusement, c'est l'honorable qui s'insurge. Non, je lui pose la question. Cette Assemblée... Moi, j'allais poser la même question. Heureusement, vous avez mieux placé que moi pour... discipliner pour que allez-y, Hervé Emmanuel. Je vais prendre un exemple dans l'opposition, pour que ce soit plus ferme mon propos. Ça, c'est l'opposition. N'est-ce pas? Dans les membres du Sénat que nous avons actuellement, vous savez très bien l'exemple de cette femme-là qui est dans la Damawa, sénateur SDF, et qui est à l'Assemblée, qui n'est pas riche. Vous connaissez l'exemple de ce Ben Sikiner, pour utiliser le mot juste, qui est à l'Assemblée nationale, au Sénat. Alors, je reviens dans ce qui est fondamental. Ici et là, il y a ici... Ah, il n'a pas été élu, monsieur, comme vous devriez donner des exemples. Vous devriez donner des exemples. Donc, s'il vous plaît, Ils ont été nommés, vous ne pouvez pas les prendre comme exemple. Non, mais on ne peut pas parler de nomination. Est-ce que je peux parler? Je peux parler de nomination. Si vous permettez, mais seulement on va revenir sur le processus qui a conduit à la situation du Sénat actuel. Il s'agit d'une élection, évidemment. Permettez à Hervé Emmanuel d'avancer, s'il vous plaît.
Allez-y, Hervé. C'est une élection. Je ne devais pas distribuer les calmants dans une émission aussi Non, pas du tout, vous n'en avez pas besoin. Les élus SDF de la Damawa ont été élus. Que Maître Ndoki ne se satisfasse pas, n'est-ce pas, du système indirect, c'est-à-dire par les conseils municipaux et tout, c'est son droit, mais c'est une élection. Alors, je reviens à mon propos parce que vous n'allez pas me distraire. Je vous dis que oui, il y a des gens qui malheureusement sont entrés par les factions dans notre mouvement et dans d'autres d'ailleurs, et qui ont instrumentalisé parfois la misère ou la naïveté de leurs électeurs pour se hisser. Ces gens-là, pour moi, ce sont des entrepreneurs voyous de la politique et qui n'ont pas de place dedans. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'ensemble, pour des raisons d'hygiène politique publique, nous combattions cette façon de faire parce que ces gens ne rendent pas compte, ils font des investissements qui veulent amortir sur le dos de l'intérêt général. Quand j'ai fini de le dire, j'ai dit au RDPC, s'il vous plaît, puisque nous vous intéressons tant, je vous dis que dans les directives du président national, à Douala 2e où je suis président, si j'ai même un début de preuve, même de soupçon que quelqu'un achète des voix, qu'il intimide les gens, qu'il est discourtois, il est inéligible sur la base des instructions que j'ai reçues du président national et du secrétariat général de notre mouvement. Donc, nous sommes d'accord. Vous savez, vous avez peur d'utiliser les mots en croyant que ça va me choquer. Certains se sont comportés avec des fortunes diverses, comme si le RDPC était une mangeoire. Beaucoup de ces gens se trouvent aujourd'hui dans les serres des déperviers. Et il faut voir qu'il y a une relation à cela. Quand vous avez fini d'acheter des voix par des voix de l'enrichissement sans cause, maintenant comment ça s'appelle, vous allez droit là où on va. Donc moi je vous dis, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous qui voulons une démocratie pure, exemplaire, associons-nous pour que, quel que soit le mouvement, ces comportements connaissent leur crépuscule. Et que nous arrêtons cela. Il y a d'autres moyens aussi qui font arriver des gens sans légitimité. Et je crois que ce n'est même pas la question d'argent. C'est que quand vous n'avez pas de légitimité, vous ne rendez plus compte. Et quand vous ne rendez plus compte, alors on est en plein déraillement, on ne sait plus où on va. La chose publique, l'intérêt général impose que ceux qui sont en charge de la représentation, qui ont une délégation du peuple, mais quelle que soit la voix, même pas l'administration, qui rendent compte et qu'ils ne méprisent pas. Alors maintenant, je termine en disant, respectez vos électeurs, au lieu de penser qu'ils ne votent qu'à base d'argent. Il y a des endroits où on n'a pas donné un copec, il y a eu des élus d'opposition. À Douala Premier, Joshua aussi est député à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il a acheté ses électeurs qui sont en Congomondo, à Bessengue, à Bonandio, il ne les a pas achetés. Alors il faut arrêter. Bien sûr qu'il y a eu ces pratiques, mais il faut les condamner. Non, le RDPC n'a pas pour programme de protéger les adversaires de la démocratie. Vous comprenez? Alors il faut arrêter de diffuser l'idée selon laquelle tu permets que je termine, tu permets que je termine, tu permets que je termine Olinga, tu permets, monsieur Olinga, on est d'accord là-dessus. Les entrepreneurs politiques, en fait, sont... Mais monsieur Olinga, on n'est pas dans ton journal, je peux parler. Allez-y, monsieur Com. Allez-y, terminez. Vous qui êtes démocrate, vous refusez. Non, mais je ne suis pas démocrate pour que tu m'empêches de parler. Allez-y. Non, mais je suis courtois, je me retiens parce que tu me mets une musulmane. Hervé, il faut chuter. Ce que je voulais dire, c'est que tous les procureurs, n'est-ce pas, avec des talents divers, qui veulent nous donner des leçons de comportement, qui sachent que nous avons le niveau de maturité politique que notre peuple a actuellement. Avec les souffrances que certaines dans nos familles ont connues, il faut avoir le respect de cela. Mais ensemble, il faut qu'on arrive à une législation qui fasse qu'on criminalise des comportements de ce genre, même à l'intérieur des associations. Vous avez à l'intérieur des associations qui critiquent le RDPC, des gens installés dans l'éternité, qui ne souhaitent surtout pas qu'on touche à leur macabo. Donc nous n'avons pas le monopole à l'intérieur de nos rangs de ce comportement. Mais ceci dit, ça n'excuse rien. Moi, à Douala 2e, si un camarade, entre guillemets, achète les voix, je vais le dénoncer et attirer l'attention de la hiérarchie sur le fait que celui-là a une moralité douteuse. Très bien. Merci donc à vous, très chers messieurs. Je propose de parler d'autre chose à présent, de s'intéresser quelque peu à l'économie. On peut parler un tant soit peu du taux d'inflation. Michel Ndoki, lorsqu'on évoque le taux d'inflation juste pour le premier semestre, on parle de 3,4%. Et qu'il y a quand même quelques facteurs qui pourraient expliquer cela. Comment vous percevez?
Je trouve que c'est une très belle transition parce que je crois que cela indique, on ne peut en arriver que là, si on a une politique économique qui n'est pas à même de gérer ça. Maîtriser l'inflation n'est pas un phénomène naturel, c'est le résultat d'une politique consciente et c'est le résultat d'une politique menée par des personnes compétentes. Dans la situation actuelle du Cameroun, malheureusement, nous manquons des deux. Nous manquons d'une vraie conscience de la nécessité de maîtriser le phénomène inflationniste en dehors de certains choix, par exemple, pour des denrées qu'on dit de première nécessité, qui sont des choix plus intuitifs que basés sur une vraie étude et sur une analyse économique. Donc, nous, comme il n'y a pas véritablement de direction, premièrement, on ne sait pas où on va sur le plan politique. On ne sait pas quelle est la politique économique que l'on veut mettre en place, à quel horizon. On ne sait pas mesurer des résultats parce que forcément, comme on n'avait pas d'objectif, on ne peut pas avoir de résultats. Du coup, la population, les opérateurs économiques se gèrent de manière, je dirais, un peu naturelle. Et c'est sur la base de perception parce que pour gérer leur prix, l'inflation vient de ce que ceux qui vendent décident d'augmenter leur prix. Ils le font sur la base d'informations quand ils en ont. On leur dit quel est le cours de certaines matières, où en est le coût des transports, etc. Ou ils le font sur la base de perception. Dans notre cas, ils le font sur la base de perception et les perceptions sont basées sur les phénomènes sociaux qui se produisent, une augmentation du sentiment d'insécurité, par exemple, en ce qui concerne la situation actuelle. Donc, que l'inflation soit là où elle est aujourd'hui ne me paraît pas très étonnant. Ce qui me paraît plus préoccupant, c'est que je ne vois pas de signe de ce qu'il va être fait quelque chose pour juguler ce phénomène. On a commencé à parler un peu moins de l'objectif d'émergence en 2035 et c'est heureux, ça indique une certaine objectivité de la part de ceux qui avaient promis ce résultat pour 2035. Mais du coup, nos concitoyens, nous, on est un peu livrés à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va devenir là-dedans si aujourd'hui on n'a plus de guide, on n'a plus de reine, on n'a plus d'objectifs communs à atteindre. Je crois que c'est ça le plus préoccupant et je crois que c'est ce qui impose que, comme disait M. Olinga tout à l'heure et comme je n'arrête pas de le dire, que nous prenions conscience en tant que citoyens de ce que personne d'autre ne va redresser ce pays en dehors de nous. Alors, honorable Paul Sopom, est-ce qu'il est possible finalement de maîtriser l'inflation? Peut-on le faire aujourd'hui dans le contexte actuel au Cameroun? Je suis obligé de vous dire non. Nous faisons même beaucoup d'efforts pour que nous soyons catois. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays essentiellement importateur. Le poisson que nous mangeons, il est importé. Le riz que nous consommons est importé. Les habits que nous portons sont importés. Non, les miens viennent de quartier Congo. Oui, mais le quartier Congo non, le quartier Congo ne fabrique pas de tissus. Les chaussures, la montre que vous avez, elle est importée. Nous faisons beaucoup d'efforts. Parce que pour pouvoir maîtriser l'inflation, ça veut dire qu'il faut maîtriser les prix. Or, nous ne contrôlons pas les prix. Les prix sont fixés par ceux qui fabriquent ce dont nous consommons. Il ne faudrait pas l'oublier. À partir de ce moment-là, c'est très difficile de contrôler l'inflation. Si vous regardez aujourd'hui, heureusement, déjà il y a ça, il y a ce commerce extérieur que nous ne contrôlons pas. Maintenant, il y a le commerce transfrontalier. Maître Ndoké a parlé d'une sorte de bourse aujourd'hui qui se fait. Moi, je vais sur les marchés parfois. La tomate, vous arrivez aujourd'hui, on vous dit le cajou est à 5 000 francs. Mais 2 jours après, vous revenez, on vous dit non, le cajou est à 10 000 francs. Pourquoi? Parce que le commerce transfrontalier qui fait que les Gabonais, les Équato-Guinéens, qui viennent prendre en lot et qui payent plus cher, fait que vous arrivez au marché Sandanga, vous trouvez que le prix a augmenté. Donc, à partir de ce moment, si vous ne contrôlez pas ce petit commerce transfrontalier qui nous concerne, nous, vous ne pouvez pas aller contrôler les prix. Le prix du riz fabriqué au Vietnam, par exemple. Vous ne pouvez pas. Donc, nous faisons même beaucoup d'efforts, et je ne sais pas par quelle magie,
On nous dit qu'elle n'est que de 3%. Moi, je m'attendais à ce à ce que le taux soit plus élevé que cela. Parce que si vous regardez notre balance commerciale, mais en dehors du pétrole, là, c'est fini, nous n'avons rien. Vous venez de créer... Tu viens de parler de Mais attends. Et encore le pétrole. Mais attends. Nous venons de créer Sonatrel. C'est bien. Mais tous ces câbles qui seront utilisés seront importés. Vous voyez ça? Les pylônes là que nous allons utiliser, mais tout est importé. À partir de ce moment, tu ne contrôles pas ton économie. Si tu ne contrôles pas ton économie, ça veut dire que tu ne contrôles pas les prix. Si tu ne contrôles pas les prix, tu ne peux pas combattre l'inflation. Le peuple est obligé, ou le consommateur, pour ne plus utiliser le peuple comme on est en économie, le consommateur est obligé de subir. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que nous arrêtions à 3%. Je ne sais même pas comment ils réussissent à juguler tout cela. Joseph Olinga d'abord. Oui, je veux dire que, bon, peut-être qu'on fait un débat, peut-être qu'on veut un peu trop intellectualiser ces débats, mais je vais juste évoquer, je vais juste évoquer 3 faits pour que les gens comprennent un peu mieux pourquoi et comment on se retrouve là. Nous sommes dans un pays où la classe d'affaires dominante est essentiellement étrangère. C'est pas un secret de le dire. C'est des entreprises, nous y arrivons si vous voulez précisément. C'est des entreprises qui viennent d'ailleurs, c'est des multinationales qui viennent d'ailleurs et qui imposent leurs lois. Malheureusement, à côté, le peu de ceux qu'on appelle les capitaines de l'industrie de l'économie camerounaise qui sont là, sont des gens acquis par des mécanismes assez visibles. On confie des exclusivités dans certains domaines et du coup même eux-mêmes peuvent créer des situations que nous connaissons. Mais malheureusement, tout à côté, le gros des entreprises camerounaises sont dans le formel. Ce qu'on appelle des PME. Ces PME, on a pensé à un moment donné que ceux qui sont les savants de l'économie se seraient battus pour que ces PME-là contribuent véritablement au développement, parce que d'ailleurs, il faut le préciser au passage, l'essentiel des Camerounais travaillent dans ces PME. On a pensé que la politique économique serait basée sur le développement de ces PME. Ça n'est pas le cas. L'autre situation, c'est qu'on a parlé de... Qui sont sur pied, elles ne sont pas... Je pense que je serais d'accord avec Emmanuel comme sur cette question. Je pense qu'on a parlé de 9000 PME à un moment donné. Les 9000 PME, on ne peut pas les mettre au même pied d'égalité que ce qu'on appelle les majors. Or, je ne demande pas de faire du protectionnisme sauvage, mais je dis, si nous on pense que nous avons une économie à développer, si on pense que le PIB, le revenu moyen des Camerounais doit connaître une certaine ascension, je pense que l'un des nœuds, c'est que les Camerounais fonctionnent dans l'informel. Maintenant, il faut résoudre l'équation de comment sortir ces gens de l'informel qui, malheureusement, avec le contexte que nous vivons, devient souvent de la filouterie, parce que chacun jongle comme il peut, et ça c'est une autre scène, c'est une autre source d'inflation. Donc, pour peut-être partir de la question, pour sortir de la question que vous me posez, je pense qu'effectivement, il y a un échec dans la politique, entre le discours économique, que ceux qui sont censés gouverner dans ce couloir-là disent, et les faits sur le terrain, on voit bien qu'il n'en est rien. Les opérateurs économiques camerounais, pour l'essentiel, vivent plutôt le dictat, qui est malheureusement alimenté par ceux qui sont censés les sortir de cette affaire. Emmanuel, comme on serait donc tenté de se demander s'il y a une mauvaise gestion des richesses
en place. Attendez, Sandrine, je m'excuse de la puissance des mots que je vais utiliser. Ça dépend de quel bout. Non, je vais essayer d'être télégraphique, mais un peu clair. D'abord, définissons ce que c'est que l'inflation. N'est-ce pas? C'est une montée exponentielle des prix qui peut ne pas se justifier. C'est-à-dire que c'est l'affolement de l'étiquetage. C'est ça, l'inflation. C'est-à-dire, et cela entraîne un phénomène économique qui s'appelle une distorsion entre le pouvoir d'achat et les prix. D'accord? Donc, ça a aussi une conséquence de créer... Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à maîtriser? Attendez que j'arrive, parce qu'ils ne consultent pas tout le monde, ils sont entre eux. Bon, alors, ce que je voulais dire, et c'est là que je veux vous répondre, il y a dans un sujet sur lequel nous sommes d'accord, monsieur. Il y a dans ce que j'ai entendu, que ce soit chemin d'or qui sur l'honorable, bon, il est regrettable, et je vais être plus réquisitorial que, que le procureur. Donc, je crois qu'on a trop fait ici, lorsqu'il y a eu ces réformes qui nous ont été imposées par les programmes d'ajustement, de faire disparaître la direction des prix. Vous voyez, il y a une brigade nationale de contrôle dirigée par M. Charles Monfond, mais qui n'a pas les moyens de l'implantation qu'il y avait avant, où il y avait vraiment un contrôle de prix. D'accord? Mais pour revenir maintenant, ce qui m'agace, où je vais utiliser le mot fort, c'est que depuis quelque temps, nous avons, en matière économique, des débats de bar ici. C'est-à-dire que sur les sujets économiques aussi sérieux que la monnaie, là maintenant l'inflation, les journalistes rentrent dans un buzz qui entraîne parce qu'ils caressent l'opinion. Mais est-ce qu'il s'agit de buzz? Et ils font... C'est quand même l'Institut national de la statistique. Laisse monsieur le procureur qu'on fait si vous continuez à parler, le procès de la presse. Madame, l'honorable Sopo vous a dit tout à l'heure, bon, il se trouve que je suis banquier et financier dans ma vie privée. En Argentine, on a connu l'inflation à 400%. En Israël, une inflation à plus de 200%. Et quand il vous a dit, quand on parle de toi, bien sûr c'est un problème national de pouvoir d'achat, mais le buzz qu'on en fait, c'est comme si c'était l'alpha et l'oméga de l'économie. Non! La véritable question que pose Maître Ndoki, c'est de savoir qui régule, n'est-ce pas, l'affichage des prix. Et c'est là qu'il y a le débat, madame, ce n'est pas les 3%. C'est-à-dire qu'il y a une presse dans ce Cameroun par paresse, et parfois par ignorance, généralement par ignorance, qui prend des rapports des institutions, entre guillemets, du FMI, qui sont administrés par des fonctionnaires, et qui en font des débats politiques comme si c'était l'évangile. Même l'évangile est critiquable, je vous le dis. Aujourd'hui, dimanche, je suis protestant. Donc le débat sur l'inflation, le vrai débat, c'est est-ce qu'on a encore des institutions de contrôle de prix et comment faire réguler pour que cette valse d'étiquettes entre les prix et le pouvoir d'achat n'entraîne pas une paupérisation du consommateur camerounais. Et parmi les causes que l'honorable Sopo a évoqué tout à l'heure, vous avez pour des produits alimentaires que nous produisons nous-mêmes, cette espèce de marché de proximité essentiellement entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui font que les prix de ces produits étant élevés là-bas, on les raréfie ici. Mais il y a aussi des commerçants voyous qui créent des pénuries artificielles. Et là, il faut, et M. Ndoki a raison, que le pouvoir et la politique nationale imposent un contrôle pour qu'on ne soit pas, le consommateur ne soit pas la proie. Donc, c'est un débat. Prenez par exemple sur l'immobilier maintenant. On a créé une raréfaction artificielle à Douala, où on a pensé, parce qu'il y avait les Chinois et les Biafrais, que les prix allaient comme ça. Du coup, il y a des maisons qui se coulent en commande, parce qu'on construit vite, à dans n'importe quelle condition, pour mettre des loyers à 200 millions. Donc, cette valse de prix devient une question d'ordre public qu'il faut vraiment prendre en conscience. Mais le débat tel qu'il est mené avec des agrégations d'économie de bar n'éclaire pas le débat. Vous comprenez, il n'éclaire pas le débat parce qu'on dit inflation, ça devient un gros mot. Mais l'économie a parfois se nourri d'inflation pour, n'est-ce pas, se redéployer. Non, excusez-moi, Sandrine, à propos, je vous en prie, juste une précision. Juste une précision. Je voulais dire au passage que il y a quelque chose de gênant dans le pédantisme et l'arrogance de certains hommes politiques qui se sentent obligés de muter en
professeur de journalisme. C'est pas le journalisme, mais ça. Je veux qu'on... Non, je crois pas. Monsieur Combe, lorsque vous parlez, je vous écoute. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous dites pédantiste, vous insultez les gens. Vous avez insulté la presse tout à l'heure. C'est vous qui devez être modeste. La presse, ça rentre dans un débat. C'est vous. Effectivement, vous avez parlé de paresse, vous avez parlé d'autres. Donc je parle de pédantisme, je pèse mes mots. Pédantisme, je parle, moi, j'assume, vous avez assumé les deux adjectifs. Vous pouvez pas me dire. Allez-y, Maintenant, moi, j'assume aussi le pédantisme et l'arrogance dont vous faites preuve envers la presse. Juste pour dire que, fort heureusement, après avoir fait une introduction qui laissait croire que la presse a tort d'évoquer l'inflation qui est vécue en ce moment telle qu'elle est, heureusement, il est revenu expliquer ce que la presse a écrit. Mais vous expliquez-moi ce que c'est que l'inflation. Pourquoi on s'intéresse à ça? Dites-moi, vous savez ce que c'est que l'inflation? Monsieur, comme j'ai dit, je continue de dire, j'assume. Joseph, vous n'avez même pas défini l'inflation. S'il vous plaît, on va passer la parole à Maître Ndoki. Que vous soyez un peu... C'est pas ma faute si vous avez une connaissance du journalisme sur un plateau, c'est trop facile. Non, monsieur Olinga, vous avez une connaissance facile. Je vous dis, vous êtes pédant aussi. Vous êtes pédant et arrogant. Monsieur Olinga, vous abordez un sujet dont vous n'avez que l'ignorance. Qu'est-ce que vous en savez? 3%. S'il vous plaît, très cher monsieur, permettez-moi, c'est temps de parler. C'est pas catastrophique. C'est pas intéressant. C'est pas catastrophique en économie. Je dis, est-ce que c'est pas intéressant? Alors, très bien. On permet à Michel Dokia. Je crois que la question qui s'est posée, c'est effectivement de savoir... Joseph Olinga, s'il vous plaît. Je crois que la question qui s'est posée, c'est effectivement de savoir comment on arrive à 3%. Quel est l'impact sur le panier de la ménagère, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et pourquoi, je suis d'accord avec l'honorable Sopor là-dessus, pourquoi on ne parle que de 3%? Est-ce que la réaction que je voudrais avoir, c'est de dire que peut-être que c'est une bonne chose que la plus grosse partie de l'économie soit dans l'informel. Parce qu'un des éléments de l'inflation, c'est la politique fiscale. Et on sait que la politique fiscale de notre pays n'est pas bonne. Les ressources de l'État ont été fortement impactées par le problème sécuritaire, ce qui veut dire une augmentation de la pression fiscale. Si vous ajoutez à cela que la politique douanière n'est pas très intelligente, au sens qu'elle décourage les importations, mais intelligente au sens qu'elle donne plus de ressources à l'État pour les fonctionnaires, pour que les fonctionnaires puissent continuer de piller les caisses. On aboutit à un phénomène, effectivement, quand on a beaucoup d'entreprises qui sont dans le formel, qui peut être une inflation plus importante. Si vous prenez les multinationales dont vous avez parlé, vous prenez le lait Nido, vous prenez les produits des brasseries, oui, vous prenez les produits des brasseries, c'est une bataille de tous les ans entre le ministère du Commerce et ces entreprises, parce que quand elles veulent augmenter les prix, elles veulent les augmenter de 5 à 10% pour absorber l'impact de la politique fiscale sur leur coût de production. Donc, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose qu'il y ait une bonne partie des entreprises qui sont dans l'informel parce que ça permet de limiter le phénomène inflationniste. On reste sur des questions de perception. Le commerçant a le sentiment, puisqu'il n'a pas une comptabilité formelle, il a le sentiment que ses coûts d'achat ont augmenté, donc il augmente ses coûts. C'est sûr que ce n'est pas une manière très... sustainable, ils disent en anglais, très durable de gérer une économie, mais peut-être que c'est ce qui peut expliquer qu'on n'en soit pas à une inflation plus importante aujourd'hui. Alors, que faut-il donc finalement faire il faut changer de gouvernement. Non, avant d'y arriver, Sandrine, je voudrais Avant d'y arriver, je voudrais encore mentionner que ce n'est pas le contrôle de prix qui va faire que le taux d'inflation soit bas. Parce que ce prix-là, il est fixé ailleurs. Tout ce que nous faisons ici, lorsque le produit entre, comme dit Maître Ndoki, la douane ne fait que frapper. Bon, je retiens tant pour cent. Et on dit aux commerçants qui importent, voici la marge que nous vous accordons. Donc votre prix ne doit pas être supérieur à celui. Voilà le contrôle des prix. Mais maintenant, comment contrôler? J'ai été au ministère de l'Industrie, monsieur. Je le dis en connaissance. Contrôler les prix est fixé par les entrants dans la structure du prix. Mais non, monsieur. Bon, j'ai été au ministère de l'Industrie. Ça, je le dis haut et bas. Très, 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 très haut. Le prix, je reviens sur le prix du riz. Il n'est pas fixé par nous, contrairement à ce que nous pensons. Le prix du riz est fixé par
l'exportateur, celui qui vend là-bas, celui qui vous dit que mon riz, moi je l'ai produit à tel prix, à tel coût. Vous comprenez? Alors, lorsque vous allez là-bas... C'est inexact puisque vous y ajoutez le prix du transport. C'est pas lui qui fixe. Mais non, je n'y suis pas encore. Je ne suis pas encore au niveau domestique. Attention, je ne suis pas encore au niveau domestique. Moi, je voudrais qu'on se comprenne. Je ne suis pas au niveau domestique. Je me situe là où ce riz est fabriqué. Allez-y. Là où ce riz est fabriqué. C'est celui qui le fabrique qui vous dit, voici à combien je vends mon riz. Ce prix-là, vous ne pouvez pas le contrôler. Lorsque vous l'importez maintenant, vous ajoutez tout ce que vous voulez, recettes douanières, droits de douane, etc., etc. Le commerçant ici, il ajoute sa marge et le contrôle des prix. C'était le ministère du Commerce lui dit, ok, tu l'as acheté à tel prix, à tel montant, il ne faudrait pas dépasser pour le vendre tel autre prix. Voilà le contrôle des prix. Mais vous voyez que ici, vous ne faites que subir. Si vous ne contrôlez pas à la base, parce que vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas dire que vous allez y mener un contrôle de prix rigoureux. C'est ce qui se passe. Il y a un autre domaine. Vous voyez les cités universitaires. On dit à celui qui a construit, tu ne dois pas louer ta chambre à plus de tel montant. Or, ce n'est pas le gouvernement qui a fixé, c'est-à-dire qui a investi. C'est celui qui a investi qui connaît le coût de son investissement. Vous comprenez? C'était pour prendre cet exemple. Et par conséquent, lui qui fixe les prix. Très bien. Cet exemple terre à terre. Tant que le produit sera importé, il faudrait que Hervé, toi tu le sais, tant que le produit sera importé, vous ne pouvez pas contrôler les prix. Non, c'est faux. Très bien. Madame. Alors, nous sommes en train de sortir, là, très cher monsieur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition de droit de réponse. Hervé Emmanuel Comme. Madame, c'est terminé, là. D'abord, il faudra qu'on fasse une émission. Le prix, on reviendra voilà, là-dessus, certainement. Le prix, la structure du prix, c'est-à-dire c'est le calcul des intrants et qui fixe. Mais là où le débat est, le contrôle de prix que je dis, ce n'est pas au sens qu'il dit. C'est-à-dire c'est le rapport entre l'offre et la demande. Très bien. Prenons par exemple la tomate. S'il y avait des contrôles ici, on dirait aux gens, c'est pas parce que vous en vendez en Guinée équatoriale. Très bien, que vous devez vendre ici. Très bien. Alors, merci à vous, très cher monsieur. Merci, Joseph Olinga. Nous sommes à la fin. Merci également à l'honorable Paul Sopor. Nous remercions Hervé Emmanuel Comme et Michel Ndoki. Merci à vous également, madame, monsieur. SNJC qui a tenu son congrès hier. Ah ben ça, on sait que vous êtes venus pour ça. Très bien. Merci donc, merci. Merci à vous, très cher monsieur. On en parlera plus tard, Joseph Olinga. Merci donc à vous, madame, monsieur, d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À très bientôt, au revoir.